Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire. Aujourd'hui, nous vous proposons de philosopher en compagnie de deux auteurs qui posent leur regard respectif sur la vie. Je vous présente immédiatement ces deux invités. Tout d'abord, Adèle Van Rett, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous la connaissez bien et vous connaissez bien cette émission. Adèle, vous publiez La vie ordinaire aux éditions Gallimard et vous êtes également productrice des Chemins de la philosophie sur France Culture. À côté de vous, Frédéric Lenoir. Bonjour Frédéric. Vous publiez Vivre avec un point d'exclamation aux éditions Fayard. Le moment de vie que nous avons vécu est-il un moment extraordinaire, Frédéric Lenoir? En tout cas, c'est un moment singulier, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, 4 milliards d'individus, c'est-à-dire la moitié de l'humanité, a été confinée en même temps. Et on a décidé également, à ma connaissance, pour la première fois, de mettre l'économie par terre pour préserver la vie. Et là, je pense qu'on vit quelque chose d'assez extraordinaire par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. On a connu des crises économiques fortes, mais ce sont des mécanismes qui ont produit ces crises. Là, ce sont des décisions gouvernementales pour essayer de sauver le maximum de vies. Et donc, je pense que oui, on a vécu un moment tout à fait singulier qui nous a impacté dans nos vies et plein de choses. Moi, je le vois dans mon quotidien. J'avais prévu plein de conférences, dont une d'ailleurs avec Adèle. Les rencontres de la partie remise, je crois. Oui, partie remise. Mais on avait tout un programme, un agenda qui était plein. Et d'un coup, tout s'arrête. On va chez soi et là, passer cette phase de déstabilisation, on peut regarder la vie autrement, on prend du recul. Certains ont la chance, comme moi, d'avoir une maison de campagne et donc, évidemment, de pouvoir prendre beaucoup de recul et le temps de vivre. D'autres, par contre, vivent plus douloureusement ce confinement dans des espaces exigus avec beaucoup de monde et c'est pas toujours simple. Et donc, on a tous été déstabilisés par cet événement. C'est la preuve que le monde est nécessairement imprévisible ou qu'on devrait toujours conserver cela comme en tête. Le sous-titre de votre livre, Frédéric Lenoir. Oui, parce que c'est vrai que le monde, par définition, est imprévisible, incertain, mais on a tendance à l'oublier, parce qu'on a vécu une parenthèse assez incroyable aussi dans l'histoire de l'humanité, qui sont ces fameuses 30 glorieuses, plus la guerre froide, qui nous a donné une fiction de stabilité. Mais en fait, le monde a toujours été très instable et très imprévisible. Et on avait tendance à l'oublier. Et puis là, d'un coup, avec la globalisation du monde qui crée de plus en plus d'interactions et donc d'imprévus, on est beaucoup plus vulnérable et je pense qu'on va vivre de plus en plus des moments de déstabilisation profond qui fait que arrêtons de nous projeter trop longtemps à l'avance, ça sert à rien. Adèle Van Rett, vous qui publiez La vie ordinaire, est-ce que ce moment était imprévisible? Est-ce qu'il a conduit les individus justement à en finir avec la routine de leur vie? Ça, je ne crois pas. Qu'il était imprévisible, c'est sûr. Qui vous dirait l'inverse? En revanche, je ne suis pas sûre qu'il ait eu pour conséquence de rompre avec la routine, comme vous dites, de leur existence, parce qu'en fait, ce qu'il y a de singulier, pour reprendre le terme que vous venez d'employer, avec la situation que nous venons de vivre, c'est qu'une situation exceptionnelle a eu pour conséquence de nous mettre face à notre vie, dans ce cas-là, de plus ordinaire. À savoir l'intérieur de nos 4 murs, que ce soit les murs de les enfants, quand on a beaucoup d'enfants, comme ce que vous racontez dans La vie ordinaire. Voilà, être confiné avec les enfants, c'est quelque chose, télétravailler, c'est quelque chose. Voilà, donc je pense que pour beaucoup de personnes, ça n'a pas été une fuite ou une manière de prendre du recul, mais au contraire d'être aspiré par la vie dans ce qu'elle peut avoir de plus ordinaire et donc parfois de plus problématique. Et vous n'aimez pas ça, puisque vous écrivez, Adèle Van Rett, j'ai un problème avec la vie ordinaire, quelque chose qui ne passe pas. Alors oui. Ensuite, vous racontez autre chose. Oui, alors après, le livre montre qu'il y a bien une ambivalence, c'est que la vie ordinaire est aussi douce, joyeuse, enthousiasmante que parfois insupportable. Et je m'en explique, c'est ça qui m'intéresse dans ce qu'on appelle la vie ordinaire, c'est que c'est pas du tout banal au fond, c'est juste qu'on ne la regarde jamais. Alors que se passe-t-il quand on l'a devant les yeux et qu'on y plonge, on se rend compte qu'elle est quelque chose qu'on a du mal à décrire et qui pourtant nous colle à la peau. Et alors pourquoi? C'est ça l'enquête que j'ai voulu mener. Et vous racontez en fait 2 gestations, un enfant, vous attendez, ou en tout cas la narratrice, attend un enfant. C'est vous d'ailleurs la narratrice? Je dis je, vous savez, comme beaucoup d'écrivains, on dit je, ça ne veut pas dire qu'on met forcément de soi. Il y a des choses qui me ressemblent, d'autres moins, mais je crois qu'au fond, peu importe. peu importe ce que moi j'ai fait, ce qui importe maintenant, c'est le livre et comment ce livre est reçu. Et puis cette narratrice essaye d'écrire un ouvrage sur la vie ordinaire et elle a du mal à le faire. C'est normal, Frédéric Lenoir, d'avoir des difficultés à écrire sur cette vie
ordinaire. Évidemment. Moi je sais qu'évidemment j'ai plus de facilité à aller chercher des romans. J'ai écrit 7 ou 8 romans, c'est toujours des histoires extraordinaires. Ça m'est beaucoup plus facile d'inventer des personnages dans une autre époque, etc., que de parler de ma réalité quotidienne dans ce qu'elle a de plus simple. Et pourtant, je sais à quel point ça peut être extraordinaire d'écrire sur la vie ordinaire. Il suffit de lire Proust ou tous les grands auteurs qui savent nous parler de choses extrêmement simples du quotidien et qui en font sortir toute la saveur, tous les parfums, tous les paradoxes, toute la complexité. Donc c'est un travail d'écriture très difficile. Bon, cette période que nous venons de vivre n'a pas été nécessairement une période agréable. C'est même un moment qu'on aurait préféré Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Encore une fois, il y a des gens qui ont adoré cette période-là. Je connais beaucoup de monde qui veulent plus sortir du confinement. Ils disent c'est merveilleux le confinement. Puis il y a ceux qui en ont souffert. Pourquoi ? Alors, pourquoi était-ce merveilleux pour eux ? Parce que ça a été, encore une fois, pour ceux qui ont pu en profiter pleinement, ça a été l'occasion, alors peut-être de redécouvrir positivement la vie ordinaire. Certains, ça a été dramatique, hein, ils ont divorcé, etc. Mais pour d'autres, ça a été l'occasion de se dire, mais qu'est-ce que j'aime cette vie simple, où on prend le temps de savourer chaque chose. Parce qu'on est dans des vies où on fait 10 000 choses à la fois. On court tout le temps, on a du stress. Et là, d'un coup, tout se pose. On n'est plus sollicité en permanence par le monde extérieur. Il n'y a plus d'urgence qui nous oblige à réagir. Et du coup, on est confronté à cette vie quotidienne, à ses proches, aux choix qu'on a faits. On a peut-être du temps pour faire un peu de musique. Si on aime la musique, on n'a jamais le temps de le faire. On a du temps pour peut-être s'introspecter, pour regarder la nature. Et du coup, je connais beaucoup de gens qui ont apprécié ce temps plus contemplatif, plus méditatif, où on savoure des choses simples du quotidien. Mais il faut savoir le faire. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas le faire, qui ont été très stressés, qui regardaient BFM TV toute la journée pour maintenir l'anxiété de leur vie habituelle, si vous voulez. Oui, mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, cette sérénité dont vous parlez, je ne suis pas sûre qu'on en soit maître. Il ne suffit pas de vouloir vivre les choses sereinement pour y parvenir. Non. Et pour pouvoir prendre ce recul et savourer chaque minute de chaque journée, il faut non seulement avoir certaines conditions de vie qui le permettent, d'avoir pas beaucoup d'enfants, ou des enfants qui n'ont pas beaucoup de cours sur Zoom, ou qui n'ont pas beaucoup de devoirs, etc. Il faut avoir une vie de couple ou seule qui nous convient. Il ne faut pas être inquiet par la maladie elle-même, pas avoir de proches qui eux-mêmes sont en situation de fragilité. Donc ça fait beaucoup de composantes. Et puis surtout, il faut en être capable. Je crois qu'il n'y a rien de plus difficile que de se dire « je vais profiter de ce qui arrive ». C'est la meilleure façon de tout faire foirer, en tout cas en ce qui me concerne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une certaine disposition d'esprit qui demande beaucoup d'exercice. C'est une ouverture d'esprit, je dirais. C'est pas une affaire de volonté. C'est pas une affaire de volonté, bien sûr que non. C'est une affaire d'ouverture. C'est-à-dire de se dire, je laisse advenir ce qui peut advenir de nouveau, qui va peut-être me déstabiliser, mais qui peut être aussi une opportunité. Donc ce n'est pas la volonté qui cherche une opportunité, c'est l'esprit qui s'ouvre et qui accueille ce qui peut venir. Et vous savez, l'étymologie du mot crise en chinois, j'aime beaucoup cette étymologie, ce sont deux idéogrammes. L'un veut dire danger, l'autre veut dire opportunité. Et je pense que dans toute crise, c'est-à-dire dans toute déstabilisation de nos vies, que ce soit à l'échelle collective, comme ce que vit l'humanité en ce moment, que ce soit à l'échelle individuelle, lorsqu'on vit un accident, lorsqu'on vit une rupture, une maladie, etc., je pense que dans toute crise, effectivement, il peut y avoir des opportunités de changer son regard, de regarder les choses autrement, de vivre autrement, de penser autrement. Et cette petite déstabilisation peut nous amener à quelque chose auquel on n'aurait pas du tout pensé si on n'avait pas été déstabilisé. Donc il y a des opportunités qui ont pu saisir pour pas mal de gens. Adèle Van Dreit, il y a en philosophie une tendance bien souvent à dévaluer justement la vie ordinaire, le besoin de sécurité, des choses qui sont pourtant essentielles chez les êtres humains et qui sont souvent flétries par les philosophes. D'évaluer, je ne sais pas. Je pense que c'est surtout pas l'objet de réflexion. Disons que la vie ordinaire, c'est plutôt ce à quoi on se pose pour pouvoir écrire, mais pour des raisons matérielles très simples. En fait, pour pouvoir pratiquer la philosophie, il faut quand même avoir une disponibilité d'esprit qui est assez importante. Et puis, il faut être défait de certaines contraintes que le quotidien, dont le quotidien est fait et qui nous empêchent d'écrire. Tout est fait dans la vie quotidienne pour nous empêcher d'écrire quand on a une vie de famille et une vie professionnelle, autre que l'écriture. Si bien que le moment où on arrive à se mettre devant son ordinateur ou à l'époque devant son papyrus, si vous voulez, ou devant sa feuille, pour écrire, on n'a pas envie de replonger dans ce qui nous a empêchés d'écrire. C'est une des hypothèses que j'avance pour expliquer pourquoi, en philosophie, la vie ordinaire apparaît si peu, alors qu'elle est présente en littérature. C'est même peut-être ce à quoi sert la littérature, il y a beaucoup d'exemples. Pourquoi en philosophie, comme si en fait il y avait d'un côté le concept, l'idée, la réflexion, et de l'autre la vie ordinaire qui, de ce fait, serait forcément moins bien. Et c'est cette hiérarchie-là contre laquelle je m'oppose. Et même, je dirais plus loin, je dirais que la philosophie ne se pense pas, ne peut pas se faire sans l'incorporation de ce qu'on appelle la vie ordinaire. Mais c'est un sacré défi, hein. Je le lance, je ne dis pas que je le relève. Frédéric Lenoir, qu'est-ce qu'un auteur comme Spinoza, justement, peut nous apprendre dans ces périodes particulières ?
Spinoza, c'est un auteur qui a entièrement axé sa philosophie sur le désir et qui nous montre que ce qui nous accomplit, c'est ce qui nous permet de grandir, c'est cette recherche de l'augmentation de notre puissance vitale qui s'exprime dans la joie. Et donc, Spinoza nous invite à aller faire de l'introspection pour découvrir ce qui nous fait grandir. Quelles sont les personnes, les idées, les expériences, les choses, les corps au sens général, qui peuvent s'associer à nous le mieux pour nous permettre d'être dans la joie, de vivre cette expérience d'une joie intérieure parce que nous nous accordons bien avec ces rencontres, au sens très large du terme. Et donc je pense que ce que Spinoza aura à nous dire, c'est effectivement profiter peut-être de ce temps qui nous a été offert, en tout cas à travers le confinement, ou une déstabilisation, une crise en général, pour essayer de voir si la vie dans laquelle vous êtes est bonne pour vous. Est-ce qu'elle est juste pour vous? Vous savez, il est dans une morale au-delà du bien et du mal, que Nietzsche a repris après, mais c'est déjà très spinoziste, de nous dire il n'y a pas de mal en soi, il n'y a pas de bien en soi, il y a ce qui est bon et mauvais pour chacun d'entre nous. Et donc, c'est vraiment un philosophe qui regarde chaque individu avec sa nature singulière et qui nous dit, regarde ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce qui t'accomplit, qu'est-ce qui te permet d'être heureux, et fais-en l'expérience. Mais alors, est-ce que c'est une morale égoïste? Je dirais que c'est une morale qui tient compte de l'individu, c'est-à-dire de ses besoins, de ses aspirations propres, singulières, et qui en même temps, parce qu'elle croit à la raison universelle, elle s'adosse toujours sur cette raison universelle pour nous dire en même temps ne fais pas de mal à autrui. Et donc c'est une morale qui, dans ce sens-là, peut rejoindre Kant, sauf qu'elle part aussi. Elle tient compte aussi des aspirations profondément individuelles de l'individu pour que par une introspection, il arrive à se réaliser tout en respectant autrui. Pour le dire simplement, parce que un peu plus complexe dans les termes de Spinoza. Adèle Van Rett, vous évoquez d'autres figures tutélaires de philosophes, des philosophes notamment portés sur la nature, ou des littérateurs, notamment Thoreau. J'ai beaucoup de mal à prononcer Henry David Thoreau, on peut l'appeler Thoreau, c'est plus simple, non? Vous le faites beaucoup mieux que moi, et je vous propose de nous le présenter, Adèle Van Rett, et de nous dire justement dans quelle mesure celui-ci vous aide, ou en tout cas aide la narratrice de la vie ordinaire à vivre. Alors, Thoreau apparaît à un moment du livre où il apparaît presque comme une parodie. Au fond, il n'y a qu'une page, mais c'est amusant parce que c'est beaucoup de lui qu'on me parle. Et je pense parce que c'est celui qui marque le plus les imaginaires aujourd'hui. C'est un moment où justement la narratrice essaye d'écrire à tout prix. Elle veut écrire un essai sur l'ordinaire. C'est pas la vie ordinaire, c'est l'ordinaire. Elle se demande si c'est un concept, elle n'y arrive pas. Elle est en vacances dans une maison de famille, elle prend sa table en plastique, elle se met à l'autre bout du jardin et elle veut écrire. Et là, elle se dit, mais au fond, je me prends un peu pour Thoreau. Justement, ce philosophe qui, au milieu du 19e siècle, décide de tout plaquer, ses études qui ne marchaient pas très bien, son travail dans lequel il s'ennuyait, pour aller vivre dans une maison construite par ses propres mains, au bord d'un lac, dans la forêt, une expérience de ce qu'on appellerait aujourd'hui d'autosuffisance, parce qu'il cultive ses légumes, etc. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, on en fait le chef de file de la littérature écolo. Or, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que lui dit bien déjà, je veux y aller de manière temporaire. C'est 2 ans et 2 jours. On l'apprend dès les premières lignes du livre qu'il a écrit, qui raconte cette expérience, qui s'appelle Walden. Il dit, j'ai vécu 2 ans et 2 jours. J'ai pas du tout envie d'y passer toute ma vie. Donc déjà, ça fait réfléchir. C'est l'expérience qui l'intéresse. Et puis au fond, il n'est pas du tout seul, perdu dans la montagne, comme le personnage d'Into the Wild, que vous avez peut-être vu, le film de Sean Penn. Il est à 1 kilomètre de la ville la plus proche. Il peut très bien aller faire les courses s'il veut. Il reçoit de la visite tous les jours. Et au fond, c'est pas une grande forêt, c'est un petit bois. Et il y a le chemin de fer qui passe et qui le réveille tous les matins, qu'il adore. Donc il n'est pas du tout dans une opposition nature, culture, autarcie contre la civilisation. Il est beaucoup plus conciliant que ça. Et en revanche, là où moi il me plaît beaucoup, c'est qu'il arrive à faire en sorte de ressaisir. Il se donne les conditions pour faire cette expérience. Et il la raconte. Et je crois que c'est tout ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est d'essayer de raconter les expériences et de voir comment elles nous aident à réfléchir. Et c'est ce que lui fait. Et c'est en ça qu'il y a une mini-identification à lui, qui est plutôt de l'ordre de l'autodérision, parce que je crois qu'à ce moment-là, la narratrice ne ressemble pas du tout à Thoreau. Est-ce que ça vous parle, Frédéric Lenoir, cette envie, cette idée qui explique probablement l'intérêt qu'on a aujourd'hui pour Thoreau, qu'on est en train de redécouvrir ou de découvrir en France, l'idée selon laquelle une vie proche de la nature est une vie réussie?
tout cas, moi je sais que j'ai besoin de la nature. C'est-à-dire, ça fait 30 ans que j'ai quitté Paris, j'ai un petit pied à terre, mais je vis toujours à la campagne. Je ne pourrais pas vivre sans la nature. Et je crois que beaucoup d'individus ont fait cette expérience. Et d'ailleurs, je reviens au confinement, l'ont fait pendant le confinement. Vous savez qu'il y a une explosion des maisons de campagne, parce que plein de gens se disent, je ne veux plus revivre en appartement et je préfère vivre dans la nature. On s'aperçoit que quand on est privé de nature, on vit très mal. Et donc le lien avec la nature est plus ou moins fort selon les individus, nous nourrit. Et je pense qu'un des drames de l'humanité, avec cette urbanisation massive, c'est cette coupure du lien avec la nature, dont on a besoin. Les rythmes de la nature nous font beaucoup de bien. Moi, j'ai passé 2 mois dans un petit chalet de montagne. C'est un peu comme Taureau, c'est vraiment un petit chalet isolé d'alpage. Alors c'est vrai que moi, j'étais beaucoup plus loin que lui, mais j'ai pu vivre pendant 2 mois vraiment dans un moment... Beaucoup plus loin que lui. C'est-à-dire que lui, il est plus près de la civilisation, comme l'a expliqué Adèle. Moi, j'étais vraiment plus loin de la civilisation. Mon premier voisin était à 5 km. Donc c'est entre Sean Penn et Taureau. Mais j'ai pu vivre un moment où j'étais que en communion constante avec la nature. J'ai vu tout le printemps éclore, la neige fondre, les fleurs pousser. Et là, ça m'a fait un bien extraordinaire. Et donc, je me rends compte que oui, la nature, on en a besoin. C'est un enracinement absolument indispensable à l'équilibre de l'être humain. Et c'est une des redécouvertes qu'on peut faire lorsqu'on décide, par exemple, de changer de vie. Moi, j'ai ma sœur qui vivait à Paris, qui n'était pas très heureuse et qui gagnait très bien sa vie. Elle a tout arrêté. Elle a acheté une toute petite maison dans la Drôme. Elle fait des plantes médicinales. Elle me dit, je gagne 10 fois moins d'argent, je suis 10 fois plus heureuse. Mais pourtant, dans Vivre, vous expliquez aussi qu'on a besoin de liens. Bien sûr, alors on a besoin de liens, mais la nature, c'est un lien. C'est-à-dire que le lien qu'on a avec la nature, c'est un lien vital, extraordinaire. Moi, je me sens relié dans la nature. Je me sens relié, j'entends les oiseaux, je parle avec eux, je parle avec les arbres, je sens une présence dans la nature. Pour moi, la nature, c'est un organisme vivant. Je ne suis pas cartésien du tout, c'est pas de la matière inerte. Pour moi, là-dessus, c'est un organisme vivant auquel je me relie profondément. Et enfant, ma première expérience amoureuse, entre guillemets, c'est la nature. Mon cœur s'est ouvert, j'ai pleuré de joie devant la beauté du monde. Donc, je suis très sensible à la beauté du monde. Après, évidemment, on a besoin de liens humains. Et l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien vivre des temps reculés dans la nature et puis en même temps avoir des liens et évidemment entretenir ces liens. C'est là où les choses se compliquent quand on a besoin de liens humains, Adèle Van Rett. En fait, on peut tout simplement ne pas opposer frontalement la nature d'un côté et la culture ou la ville de l'autre, au fond. Je crois que c'est ça. Et c'est ça que nous enseigne Taureau à sa manière dans le livre. C'est qu'au fond, tout ce que dit Frédéric est juste et je m'y reconnais. Pour autant, je ne serais pas prête demain à aller vivre dans la nature ou à vivre même l'expérience de Taureau. Je le dis, à un moment, moi, j'aurais envie de, comme Sylvain Tesson en Sibérie, de me bourrer la gueule tous les soirs, ou Jim Harrison. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a aussi certaines choses qui sont très importantes dans l'existence et qui passent par peut-être le lien avec les autres, mais aussi d'autres formes de réjouissance que la contemplation de la nature, que j'adore. Je suis la première à aller marcher 3 semaines dans les montagnes chaque été. Et au contraire, j'aime ça, mais pas aux dépens du reste. Après, c'est un autre problème. C'est que moi, peut-être que j'aime beaucoup de choses, donc comment on concilie tout. Mais... Parce que ce type de rapport à la nature, quand on marche pendant les vacances, on l'envisage comme une parenthèse. C'est ça. Mais en fait, tout. Je crois que... alors, c'est sans doute le but de votre livre aussi, c'est que concevoir les choses, les activités comme des parenthèses, c'est aussi accepter que le monde est sans cesse changeant et imprévisible, justement. Ne pas se dire, désormais, je ferai comme ça, ou jusqu'à la fin de mes jours, je vivrai dans la nature ou dans la ville. Pourquoi se dire ça? Là, pour un an, je vais essayer ça. Et là, cet été, je vais essayer ça. Pourquoi ne pas vivre de cette manière-là, qui est au fond beaucoup plus fidèle au tissu même dont est fait le monde et notre existence? On est en transformation. Oui, moi, je crois tout à fait. Le monde est impermanent, tout bouge, on le sait, tout change tout le temps. Et je pense qu'il faut s'habituer à vivre avec cet état-là et pas s'habituer en subissant, mais en y prenant du plaisir. Et ça change tout parce que c'est la manière dont on oriente notre esprit qui va faire où on va subir, où on va joyeusement s'accorder au mouvement permanent de la vie. C'est pour ça que dans le livre, il y a tout un chapitre où je cite Chuang Tzu. Parce que je trouve que le taoïsme est une philosophie de la vie, du mouvement. Les taoïstes sont des grands sceptiques. Ils nous disent on ne sait rien, mais il faut s'accorder au mouvement permanent de la vie pour arriver à être joyeux. Parce que la joie, c'est accueillir la vie comme elle est. Justement, parce que donc vous présentez presque la joie comme une compétence qu'on pourrait acquérir, Frédéric? Alors la joie, c'est très simple, on ne peut pas la décréter. Vous pouvez décréter le plaisir. Vous pouvez vous dire, je vais me faire un petit café, je vais avoir du plaisir, prendre un petit verre de rouge. Vous êtes sûr d'avoir du plaisir, vous aimez ça. La joie, elle vous tombe dessus. Donc on ne peut pas décréter la joie, on peut cultiver un état d'esprit, une ouverture, des dispositions qui favorisent l'émergence de la joie. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc la joie, vous pouvez simplement être là. Et c'est quoi cet état d'esprit qui favorise l'émergence de la joie? C'est l'ouverture. Être ouvert à ce qui arrive, c'est la présence, la qualité de présence à ce que vous faites. Si vous vous promenez dans un paysage magnifique et que vous pensez à votre feuille d'impôt que vous n'avez pas remplie, aucune joie peut advenir. Si vous êtes présent,
une immense joie peut vous tomber dessus. Et c'est pareil pour tout. Vous êtes avec un ami, la joie de le rencontrer, c'est parce que vous êtes présent. C'est la gratitude. Voilà, il y a plein de dispositions d'esprit qui favorisent la joie. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, la rendent totalement impossible. Notamment la malveillance. Les bouddhistes nous disent que le plus grand ennemi de la joie, c'est la malveillance. Je crois que c'est vrai. Les gens malveillants, ils ont des petits plaisirs, ils n'ont jamais des grandes joies. Qu'est-ce que vous en pensez, Adèle? Moi, j'ai souvent eu des problèmes avec les philosophes de la joie, pour tout vous dire. Pas avec Spinoza en particulier, un philosophe que j'aime beaucoup par ailleurs. Qui sont les philosophes de la joie, par exemple ? Il y a exemple beaucoup. Alors, la joie, en fait, on peut décliner des synonymes. Il y a la béatitude, qu'on peut trouver dès l'Éthique à Nicomaque, le dernier chapitre du livre d'Aristote. C'est le but souvent de la philosophie, la béatitude, la sagesse, la joie. On la trouve sous forme d'allégresse chez Clément Rosset aussi, qui apparaît dans le livre. Mais la chose qui me gêne avec la joie, c'est qu'elle est souvent présentée comme totalitaire et opposée au bonheur. Le bonheur, on l'aime pas trop en philosophie parce qu'il dure pas. On se dit, mais quand même, le bonheur, c'est pas une garantie de stabilité. La joie, en revanche, et moi, la joie, j'entends la 9e symphonie de Beethoven, les grandes pompes, ça y est, c'est la joie, désormais, je serai joyeux. C'est presque une décision, j'arrive à m'ouvrir aux autres et je ressens la joie. Et je préfère la vie dans ce qu'elle peut avoir parfois d'instable, de malheureux, mais aussi de savoureux. C'est ce qui fait son sel. Moi, j'aime la vie qui change, qui bouge, et j'aime aussi le bonheur, y compris parce qu'il ne dure pas. C'est marrant, j'ai une vision complètement inverse que vous, c'est intéressant, du bonheur et de la joie. Pour moi, je définis le bonheur comme un état le plus global et durable possible de satisfaction de l'existence. Donc pour moi, la définition du bonheur est dans la durée, s'inscrit dans une durée. D'ailleurs, quand vous posez la question que vous êtes heureux, vous dites oui, globalement, j'aime la vie, donc je suis heureux. Alors que la joie, je la vois comme un instant. La joie, c'est des moments de joie. C'est très difficile de faire durer la joie. Alors c'est le but de Spinoza et d'Aristote, mais c'est exceptionnel. Et donc autant je vois la joie comme des moments qui me tombent dessus, autant je vois le bonheur comme une durée et au fond, une harmonie intérieure finalement. Moi, je parlerais plutôt de jouissance dans ces moments-là. Moi, c'est le terme que j'introduis entre bonheur et joie. Finalement, ce dont je me sens le plus proche en termes de rapport au monde, guidé par le plaisir, c'est la jouissance que je définis comme étant cette aptitude à s'ouvrir justement à ce qui est, et comme une espèce de plaisir redoublé, le plaisir à avoir du plaisir. Et là, on est de plein pli dans le monde et dans l'existence, et là, il y a aucun moment ne peut valoir ce moment de jouissance. Frédéric Lenoir, vous parlez quand même aussi de résilience, puisque ce moment de confinement, vous dites que pour certains, il a été source de joie, de sérénité, il a été aussi source de traumatisme ou de peine, éventuellement. Et lorsque l'on envisage justement une manière de se reconstruire ou de tenter de revenir à une vie normale après, la résilience est un terme sur lequel vous réfléchissez dans votre livre. Oui, alors je repars. J'avais jamais utilisé ce concept que je laissais à Boris Cyrulnik, et je l'ai utilisé pour la première fois dans un de mes livres, parce que là je trouve qu'il s'adapte très bien à une situation comme celle que nous vivons, et justement pour ne pas retourner à un état ordinaire, c'est-à-dire ou un état normal ou un état antérieur. Parce que je pense que la résilience, il y a effectivement cette première phase de résistance, il nous arrive quelque chose, on lutte, et puis des fois on crée des problèmes psychiques parce qu'on refoule, etc. Puis il y a une deuxième étape où on commence à progresser, c'est l'adaptation. On s'adapte, et l'homme est incroyable, l'être humain est incroyablement capable de s'adapter à toute situation. Et puis la troisième étape, c'est la croissance. Et donc ce qui me paraît intéressant dans la résilience, et Cyrulnik en parle très bien, c'est qu'au fond, une épreuve de vie peut nous faire aller plus loin que s'il n'y avait pas eu cette épreuve de vie. On peut le dire a posteriori, parce que quand on en bave, qu'on a un cancer, qu'on vit très mal, qu'on a une faillite financière, on voit que le négatif. Et puis 2 ans après, on dira, si je n'avais pas eu cette maladie, cette épreuve, cet échec professionnel, je n'aurais pas connu cette croissance d'être, cette croissance de vie. Donc la résilience, je la pousse jusque-là, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que toute période de déstabilisation ou d'épreuve peut nous conduire à mieux vivre, à mieux être, à être quelqu'un de différent qui finalement a utilisé, a su profiter de cette déstabilisation, de cette épreuve pour grandir. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que oui, voilà, comment être en désaccord avec le concept de résilience, il signifie tirer des épreuves, tirer des leçons des épreuves que nous traversons. C'est vrai que le concept a été beaucoup galvaudé ces derniers temps. On peut dire que, par exemple, c'est une conception positive du malheur et que la vie n'est pas toujours positive. C'est vrai, en tout cas... Ce qui ne tue pas nous rend plus fort, comme disait Nietzsche. Au terme de résilience, moi je préfère celui de transformation, qui est beaucoup plus large en effet, et qui ne présuppose pas dans quelle direction le changement se fait. Résilience implique en effet qu'on va sortir plus fort de l'épreuve. La transformation, c'est la seule chose qui m'intéresse, moi je crois, dans l'existence et dans ce qu'on fait, mais la transformation peut être négative ou positive. Et elle laisse la liberté au sujet, à l'individu,
d'aller dans la direction qu'il souhaite ou là où il peut aller. Encore une fois, vous l'aurez compris, moi, je ne suis pas du tout dans une perspective volontariste où je pense qu'il faut que ça aille mieux, il faut être joyeux et voilà la recette pour y parvenir. La vie est tellement plus compliquée, complexe, subtile que ça. Et je crois pour le meilleur. Encore une fois, la vie m'intéresse aussi parce qu'elle contient aussi peut-être de ce qu'on qualifie de moins bien, mais qu'on peut aussi trouver quelque chose de créateur, non pas de positif, dans des situations qui nous pèsent, ce que j'appelle l'intranquillité. Je sais que je ne guérirai jamais de cette intranquillité, je sais que c'est cet aiguillon qui me pique sans cesse, mais c'est ce qui me fait écrire. Et je crois que je préfère une vie où je ne suis pas tranquille, mais où j'écris, à une vie où je suis tranquille et je fais rien. De toute façon, c'est un peu ce que vous nous promettez, Frédéric Lenoir, puisque vous dites que le monde, et le dernier épisode le prouve, est un monde nécessairement imprévisible, et l'oublier est quelque chose qui nous expose à différents risques. Oui, je promets l'intranquillité, effectivement. Mais je promets pas. Je dis qu'on peut aussi, si on le souhaite, je suis d'accord avec vous, si on le souhaite, essayer de vivre de la sérénité dans l'intranquillité. C'est-à-dire dans un monde où on est déstabilisé, on n'a pas de repères, peut-être que si on souhaite trouver une certaine sérénité, on peut y arriver en faisant un travail sur soi, un travail sur son esprit. Donc là, c'est un objectif qu'on doit se donner, si on le veut, parce qu'on peut rester dans le plaisir de l'intranquillité, de l'incertitude absolue, de ne pas chercher à grandir dans tel ou tel domaine et de voir effectivement là où la vie va nous mener. Mais il y a un point sur lequel, je ne sais pas du tout si vous souhaitiez en parler, moi j'ai envie d'en parler, c'est la question de la mort. Puisque je parle de vivre, mais je ne peux pas parler de la vie sans parler de la mort, puisque c'est quand même, surtout dans le contexte dans lequel on a vécu. C'est que je pense qu'on a été confronté là, évidemment, à la question de la mort, que beaucoup, enfin dans notre société, on sait très bien, la mort est tabou, on n'en parle pas, c'est refoulé, même à l'hôpital, etc. Et puis là, d'un coup, pouf, tout s'arrête parce qu'on veut essayer de sauver des vies, on se rend compte que la question de la mort ressurgit de manière extrêmement forte et que beaucoup de gens ont été angoissés par la mort. Et ce qui me semble important, c'est d'essayer de regarder la mort, c'est-à-dire de savoir qu'on voilà, on va mourir, de l'intégrer, de ne pas la refouler, de ne pas la mettre à distance, mais de se dire voilà, la vie, la mort fait partie de la vie. Et donc c'est parce que notre existence a une finitude, c'est parce qu'elle est limitée, qu'elle a aussi un intérêt extraordinaire. Et je cite Montaigne qui nous dit j'ai cherché je ne sais pas quelle sera la durée, la longueur de mes jours, mais par contre je sais que je peux librement choisir de mettre de l'intensité et de la qualité dans tout ce que je fais parce que je sais que je vais mourir. On va terminer avec cela, Adèle Van Rett. Vous évoquez, vous aussi, la mort dans la vie ordinaire et la mort de ceux qu'on aime. Tout à fait. Et moi, je trouve ça très difficile. Je sais que tous les livres de philosophie, là encore, nous encouragent à nous réconcilier avec la mort et que vraiment, il faut comprendre que ça fait partie de la vie. Ça fait des années que je lis ces textes et je dois vous dire que ça ne marche pas, sur moi en tout cas. Non mais c'est vrai, il ne suffit pas qu'on me démontre que la peur de la mort est irrationnelle pour ne plus avoir peur. Donc par contre, j'essaie de me réconcilier avec cette peur. Ça reste théorique. Il y a un programme. Merci à tous les deux. Adèle Van Rett, La vie ordinaire, publiée aux éditions Gallimard. Frédéric Lenoir, Vivre dans un monde imprévisible. C'est publié aux éditions Fayard. Restez avec nous sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livre